Eh bien, pendant que Pascal Perret sillonne le pays, mon invité fait comme moi, il sillonne ce plateau, un coup la grande table, un coup la petite table. Vous avez l'habitude de le retrouver dans En toute franchise le dimanche soir à 19h. Il est là ce matin pour nous aider à tirer les leçons du débat d'hier soir sur LCI entre candidats à la présidence des Républicains. Bonjour Luc Ferry, déjà Bonjour on travaille en Adrien. pleine prise de notes alors que j'ai pas encore prononcé Oui, mais un j'aime bien mot. écrire. Eh oui, un élève studio, on est ravis d'être avec vous ce matin. Vous Merci. allez nous aider à savoir ce qu'il faut retenir et surtout aux leçons qu'il faut tirer du débat organisé hier soir sur LCI, le seul entre les candidats à la présidence des Républicains. Élection interne, on le rappelle, les 3 et 4 décembre, entre Éric Ciotti, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau. Bon, c'est un secret pour personne, vous avez souvent été très critique sur cette famille politique. Y a-t-il tout de même un gagnant à vos yeux hier soir ? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas une question de personne pour moi, donc je jouerai Ah bah pas faudra ce bien jeu-là. élire un nouveau chef. Hein. Non, mais non, c'est pas un chef, c'est un chef de parti. C'est pas la présidence de la République. Deux d'entre eux officiellement roulent pour le président de Ronald, Pour Laurent Wauquiez. Bon, et donc c'est quand même pas la même chose d'être président d'un parti et donc président et être candidat pour la présidence de la République. Maintenant, moi je trouve que le projet de reconstituer la tradition gaulliste est le bon. Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Qu'est-ce que c'est que le gaullisme ? Vous l'avez entendu chez qui hier soir ce projet ? Par exemple chez Ciotti, chez Retailleau aussi. Pradié, je ne le connais pas personnellement, donc je ne me prononce pas, mais en tout cas chez Ciotti et Retailleau, c'est très clair. Ça veut dire quoi être gaulliste ? Ça veut dire être républicain en politique et libéral en économie. En gros, voilà. Ce que Marine Le Pen n'est pas, par exemple. Elle n'est pas libérale en économie. Bon. Et ce que Macron n'est pas, au sens où sur le régalien, les gaullistes ont d'autres choses à dire que Macron. Il n'y a pas les deux jambes. Voilà. Maintenant, le problème qu'ils ont, donc je trouve le projet extrêmement sympathique, ces gens sont manifestement intelligents, ils ont travaillé, ils ont des choses à dire. Bon, on peut les aimer ou pas les aimer, mais ça c'est subjectif, je ne rentre pas là-dedans. Mais c'est pas ça le problème. Pour moi, il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que quand je les entends critiquer Macron, Oui. j'entends Marine Le Pen sur l'immigration. D'ailleurs, on ne veut pas d'accord de gouvernement sur l'immigration. C'était Non, ça, la c'est lâcheté qui a été un autre dénoncée. problème. Je parle des thèmes. Quand je les entends critiquer La manière sur de le faire. l'immigration, j'entends Marine Le Pen, si je puis dire, pourquoi pas, c'est pas une critique. Quand je les entends critiquer Marine Le Pen, quelle différence avec Édouard Philippe ou avec Bruno Le Maire qui ont rejoint, ou avec Jean-Pierre Raffarin qui ont rejoint Macron. Donc je pense que si Valérie Pécresse a fait 4,7% à la présidentielle, c'est pas parce que Valérie Pécresse est nulle ou qu'elle n'est pas intelligente ou qu'elle est moins brillante que Retailleau ou Ciotti. C'est parce que les LR sont pris en sandwich entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Hier soir, vous avez trouvé la réponse à la question à quoi servent les Républicains ? Non, si vous dites non, c'est ni l'un ni l'autre. Non, c'est pour ça que ma deuxième objection, si vous voulez, la première, c'est qu'ils sont pris en sandwich entre Le Pen et Macron. Exactement comme la gauche social-démocrate est prise en sandwich entre Mélenchon et Macron. C'est le même problème. Et je trouve qu'ils ne l'ont pas résolu. Alors qu'ils auraient dû, c'est ma deuxième objection, profiter des résultats de la législative, non pas pour être les supplétifs, comme ils le disent, pardon, je dis bêtement, mais c'est parce que je pense que c'est bête, non pas pour être les supplétifs de Macron, mais pour lui tordre le bras et obtenir un programme. C'est pas normal. Parce qu'ils le refusent tous les trois. Ils ont tort. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous avez tort parce que là, vous allez être les supplétifs de Macron au coup par coup, sans aucun bénéfice politique. Oui, d'ailleurs, il y a certains textes évidemment, qu'ils ont voté. Parce que regardez, sur la voter. réforme des retraites ou sur le budget de la défense, par exemple, en vérité, ils sont d'accord plutôt avec Macron. Oui, sur le budget de la défense, ils l'ont fait. Sur la retraite, pour deux d'entre eux. Mais Ciotti et Retailleau disent donc on va voter. soit ils votent pas, ils ont l'air de fauchetons, soit ils le votent, ils sont au supplétif, au coup par coup, sans bénéfice politique. Alors que c'est pas normal, par exemple, que le ministère de l'Éducation aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait une personnalité, c'est son droit, mais qui représente le wokisme, la cancel culture et la théorie critique de la race. Là, les Républicains auraient pu aider la France à avoir autre chose, une autre politique que la politique du wokisme ambulant. Et vous y voyez une conviction profonde chez eux, où cette position de dire on ne veut pas d'accord de gouvernement avec Macron, elle peut disparaître début décembre, quand le président sera élu, qu'on sera plus en campagne. Et je ne parle en aucun cas d'accord de gouvernement. C'est pas ça le problème. Il ne s'agit pas de demander des postes à Macron, c'est ridicule. Il s'agit de ne pas être les supplétifs
coup par coup, ce qu'ils sont aujourd'hui, et de profiter de la situation des législatives pour tordre le bras à Macron sur les sujets régaliens sur lesquels ils ont quelque chose Oui, à quand je dis dire. accord de gouvernement, c'est accord de fond, bien sûr, aussi. C'est dire, Non, mais on comme a en des postes Allemagne. peut-être, mais on se met d'accord sur des textes. Non, si vous voulez, ce qui s'est passé, qui est très étonnant dans ces élections législatives, c'est au fond le résultat des élections législatives, c'est un peu comme si on avait la proportionnelle comme en Allemagne. C'est ça qui s'est passé. Ben, il fallait en profiter pour aider la France et pour aider l'intérêt général. Encore une fois, ils disent, mais on ne veut pas être les supplétifs de Macron. Mais ils le sont. Mais ils le sont au coup par coup, sans bénéfice politique. Troisième point, si je peux me permettre. Je vous en prie. C'est pas en s'empaillant sur la question de savoir si on va mettre l'IVG dans la Constitution, alors que il n'y a pas un parti politique en France qui est contre la loi Veil. Ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni personne. Bon, donc c'est pas le sujet. C'est pas en s'empaillant sur les éoliennes qu'on va donner aux Français une grande vision politique. Quelle est la grande vision politique aujourd'hui dont les LR auraient besoin? Mais de quoi vous aimeriez qu'il parle? Avec, du sens, avec quoi vous diriez, ça y est, on est une famille politique? C'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais qu'il parle du grand projet politique, pas des éoliennes ou de l'IVG ou des retraites. Est-ce qu'on va faire ci ou ça sur les retraites? On s'en fout, c'est pas ça qui va mobiliser les Français. Ils sont complètement à côté de la plaque, pardon de le dire comme ça. Je leur dis amicalement, c'est mes amis, c'est pas le problème. Et c'est pas une méchanceté que je veux leur envoyer. Mais quand j'étais gamin, pour vous répondre sur le fond, en 68, il y avait deux projets politiques. À gauche, tous mes amis étaient révolutionnaires, et à droite, ils étaient nationalistes. Bon, ces deux foyers de sens sont morts aujourd'hui. Il n'y a plus de révolutionnaires en France, même Mélenchon n'est pas révolutionnaire, et il n'y a plus de nationalistes au sens où on l'était en 1914. Il y a des patriotes sympathiques, mais pas mortifères. Il y a des versions atténuées de l'un et l'autre. Comme un champagne qui a perdu ses bulles. C'est pas ça qui va donner du sens à la politique. La politique aujourd'hui, c'est ça que les LR devraient comprendre, c'est quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à ceux qui viennent, c'est-à-dire nos enfants. C'est la question de la dette, c'est la question de l'écologie, c'est la question de la guerre, c'est la question de l'école, c'est la question de la protection sociale dans la mondialisation. C'est là qu'il faut construire un programme, c'est pas en s'empaillant sur la Constitution. Est-ce qu'on va mettre l'IVG dans la Constitution? On s'en fout, ça n'a aucun sens. C'est zéro, c'est de la com. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas bien de s'empailler sur des sujets comme ça ou sur les éoliennes. C'est pas la grande politique. Voilà. Après, est-ce que c'est pas, vous dites, Oui. on n'élit pas un président de la République, on élit un président de parti. Est-ce que c'est pas du niveau d'un président de parti dire quelle loi on vote, ce qu'on met dans la Constitution, est-ce qu'on fait des éoliennes, est-ce qu'on n'en fait pas? Non. C'est le projet de loi qui a été soumis au Sénat, qui va arriver à l'Assemblée, c'est la vie parlementaire. Pas du tout, Adrien. Le rôle d'un président de parti, c'est de construire un programme pour le président de la République. C'est de construire un programme qui a du sens. Comment voulez-vous que les LR mobilisent qui que ce soit en France si quand ils critiquent Macron, c'est pour faire du Le Pen, et quand ils critiquent Le Pen, c'est pour faire du Édouard Philippe ou du Bruno Le Maire, qui ont déjà rejoint Macron? Donc, qui ils vont retrouver devant eux à la prochaine élection présidentielle? Ils vont retrouver Édouard Philippe, quelqu'un comme ça, puisque Macron ne se présentera pas. Donc, le rôle d'un président de parti, et c'est ce que Christian Jacob a été totalement incapable de faire, c'est de construire un grand programme politique qui ait du sens. Le sens, on ne peut pas s'en passer. Et ce n'est pas en discutant des éoliennes qu'on va donner du sens à un grand projet politique. Vous avez parlé d'un élément qui me paraît très important, la question de la place et de la capacité à trouver un espace entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui, c'est ça le À un sujet, moment oui. du débat sur la question du navire Ocean Viking, des migrants, de l'immigration, on leur a posé la question, pas sur le plan de la technique, est-ce que sur le plan des valeurs, Oui. est-ce que sur le plan du fond, de la manière dont ils se représentent, leur utilité, ils ont une différence avec le Rassemblement national? Et tous les trois ont botté en touche en disant que ce n'était pas le sujet. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça ou est-ce qu'au contraire, ils devraient être capables de se positionner sur les valeurs face au RN? Mais c'est là où ils auraient un boulevard, mais ils ne l'en prennent pas. C'est qu'au fond, sur les questions d'immigration, ils pensent exactement la même chose que Marine Le Pen. Bon, c'est clair. Et donc, mais en revanche, sur le programme économique, ils sont pas d'accord avec Marine Le Pen. Oui. Sur les retraites, sur l'économie, etc. Et sur les questions économiques, ils sont en vérité européennes, ils sont en vérité assez proches de Macron, mais sur les questions régaliennes, ils ne pensent pas la même chose que Macron. C'est ça leur situation. Et donc, il faudrait qu'ils rassemblent ça. Alors évidemment, une fois qu'on a le projet de sens, on a compris que la question politique, c'est quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à nos enfants. C'est à l'humanité qui vient, c'est pas une petite question, c'est la grande question. Et après, on décline programme par programme, et là on peut parler des éoliennes ou de l'IVG si on veut, mais il faut que ce soit dans un foyer de sens. Quand j'étais gamin, encore une fois, j'y reviens en 68, quand on parlait de la nation à droite ou de la révolution à gauche, ça donnait du sens. La France d'un côté, de l'autre la révolution, on va libérer l'humanité de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., la baisse tendancielle du trop de profit, tout ce que vous voudrez, toutes les âneries marxistes que mes amis échangeaient entre eux et discutaient à l'infini, mais ça avait du sens.
Là, ça n'a pas de sens. Je suis désolé de le dire. Et ce n'est pas une critique personnelle. Ces gens ne sont pas idiots, ils ont du talent et le projet de réconcilier le gaulliste, et ils ont raison. Alors, vous le rappeliez à l'instant, il y a quand même une suite à préparer, une présidentielle. Vous disiez certains candidats soutiennent Laurent Wauquiez. Ça a été rappelé hier soir. Oui. Comment faut procéder? Parce que vous dites, faut les idées d'abord, faut un programme. Un grand programme, oui. Éric Ciotti, lui, il va plus loin. Il dit, et il faut désigner Laurent Wauquiez dès l'année prochaine et commencer la campagne. Bruno Retailleau lui disait, ou Aurélien Pradier, attention, on risque de lui coller une cible dans le dos tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais il faut les deux. C'est-à-dire que moi, je serais assez d'accord avec Ciotti. Après, il faut désigner quelqu'un. Si vous voulez, dans la vie politique, il faut à la fois une incarnation et un programme. Il faut les deux. Mais là, aujourd'hui, quoi qu'on pense de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac ou de Valéry Giscard d'Estaing, je veux dire, c'était quand même des grands hommes politiques. Je veux dire, c'est des gens qui incarnaient. Voilà. Il y avait des gens qui détestaient Sarkozy, il y a des gens qui l'adoraient absolument. Même chose pour Mitterrand. Bon, mais ce sont des gens qui incarnaient un programme politique. Il faut les deux. Là, c'est pas le cas à droite. Il n'y a pas d'incarnation à droite grandiose. On peut pas dire. Il y a l'équivalent de Giscard, de Chirac ou de Sarkozy. Laurent Wauquiez, c'est pas l'équivalent de Giscard, de Chirac. Peut-être qu'il peut le devenir, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui est certain, là où Ciotti a raison, c'est qu'il faut à la fois un programme qui donne du sens. Un foyer de sens, c'est comme un tableau en perspective. Quand vous avez un tableau en perspective, il y a le point de fuite. Et le point de fuite, il organise tous les projets particuliers, tous les personnages, tous les objets particuliers. Il faut d'abord un foyer de sens et ensuite on décline les projets particuliers, on construit le programme. Mais il faut quelqu'un pour l'incarner. Voilà. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. Je suis désolé de le dire. Comment vous définiriez? On a des gens intelligents qui ont un beau projet. Oui, vous ne voulez pas les vexer, mais on sent bien que la notation, c'est peu mieux faire. Non, mais c'est même pas peu mieux faire. Il faut tout faire. Pour l'instant, c'est zéro. Voilà. Juste une question. Parfois, les mots, c'est important parce que ça permet de comprendre. Hier, Éric Ciotti dit « Moi, c'est la droite courageuse ». Bruno Retailleau, « Moi, c'est la droite fière de ses valeurs ». Aurélien Pradier, « Moi, la droite populaire ». Oui. Vous aimeriez que la droite, elle soit quoi? Que ce soit la droite quoi aujourd'hui? Mais qu'elle donne du sens. Parce que les valeurs, c'est bien, la morale, c'est très bien, mais la morale, en vérité, s'il n'y a rien de plus banal. Bon. Et donc, c'est pas ça. Les gens confondent toujours les valeurs morales et les valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles, elles donnent du sens. Alors, faites-nous un petit cours entre valeurs morales et spirituelles, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Ça n'a rien à voir. Comment dire, quand vous rentrez dans une religion, quelle qu'elle soit, que ce soit une spiritualité religieuse ou que ce soit une spiritualité laïque, par exemple le bouddhisme est une spiritualité laïque, il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Bon. Mais on vous parle de la mort, on vous parle du deuil, on vous parle de la souffrance, on vous parle de la maladie, on vous parle de l'amour. Ce sont 5 questions qui n'ont rien à voir avec la morale. Vous pouvez être très gentil, vous vieillirez quand même, vous mourrez quand même, vous pouvez perdre un être cher, même si vous êtes super gentil, vous respectez les droits de l'homme, vous êtes un être moral merveilleux. La spiritualité n'a rien à voir avec la morale. Voilà, le sens, il est dans la spiritualité. Et donc, en politique, il faut du sens, pas simplement des valeurs. Dire on va les valeurs. Non, il faut d'abord du sens. Les valeurs, je dirais pas que je m'en fous, ce serait excessif. Bien sûr qu'il faut des valeurs, mais c'est pas l'essentiel. Il faut un grand foyer de sens et je vais vous dire, il va falloir faire des sacrifices dans les années qui viennent. Par exemple, la dette, on peut pas. Si on veut réduire la dette, il faut faire des sacrifices. Si on veut de la protection sociale, si on pense à la guerre, etc., il faut des sacrifices. Les seuls êtres pour lesquels nous sommes prêts à faire du sacrifice, ce sont les êtres que nous aimons. C'est l'humanité qui vient, c'est nos enfants. Et on va pas faire du sacrifice pour faire plaisir à Bercy, c'est pas vrai. Alors, il y a quand même eu un débat hier sur est-ce qu'on baisse d'abord les impôts ou d'abord les dépenses. Vous dites souvent attention à la dette, attention aux dépenses, Oui. attention à ce qu'on lègue. Oui. C'est quoi le mode d'emploi? Parce que Éric Ciotti c'est dit pas moi très je veux d'abord compliqué, baisser les impôts et Aurélien Pradier qui était assis ici dit moi je veux d'abord baisser les dépenses. Il faut faire les deux. En même temps. Évidemment. Et donc, on a 5 ambitieux comme programme. On a 5 600 000 fonctionnaires. Moi, je vous donne un exemple que je connais quand même bien. On a 2 administrations qui doublonnent en région et en département dans l'éducation nationale. Non seulement ça sert à rien, mais c'est nuisible. Et là, on peut économiser sans faire de mal à personne, humainement. On vire personne, on ne renouvelle pas des départs à la retraite et on fonde les 2 administrations. C'est un exemple parmi 1000 autres. Mais il est évident qu'avec 5 600 000 fonctionnaires en France, on bouffe intégralement le poumon de l'économie libérale, de l'économie privée. Donc oui, il faut à la fois réduire... Moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire, c'est pas d'avoir soutenu les entreprises et d'avoir évité le chômage pendant la crise de la pandémie. Ils ont bien fait de le faire. Le quoi qu'il en coûte, il fallait le faire. Mais il fallait faire des économies budgétaires en face. Ça, ils se sont surtout abstenus de le faire. Et le FMI d'ailleurs hier s'est exprimé pour dire qu'il fallait absolument que la France mette fin au quoi qu'il en coûte et assainisse ses dépenses. Mais elle va être obligée de le faire parce que les taux d'intérêt remontent et que ce que rapporte l'impôt sur le revenu, la charge de la dette a doublé.
par rapport à 2020, et bientôt on va finir par atteindre ce que rapporte pas tout à fait, mais enfin ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Donc oui, il fallait évidemment aider les entreprises, et ils l'ont bien fait, mais il fallait mettre des économies en face, surtout quand les taux d'intérêt remontent. On a compris, et je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, les sujets d'éducation vous tiennent à cœur parce que vous en avez eu la charge au gouvernement, au-delà de Oui. toutes vos autres activités. Oui. Hier, Aurélien Pradier, sur ce plateau, fait une proposition et dit « Moi, je veux l'uniforme à l'université Bah, c'est ridicule, c'est ridicule. grotesque. Mais oui, il faut arrêter les conneries, je veux dire, ça va. Non, on va pas mettre l'uniforme à l'université, ils sont adultes. Enfin, c'est grotesque, il faut arrêter. C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est ce genre de proposition absurde qui décrédibilise la vie politique. Ça rime à rien. D'abord, Dans son esprit, c'est une manière de lutter aussi contre le voile, les atteintes à la laïcité. Arrêtez, on ne peut pas imposer ça. Quand on prend une décision politique, il faut réfléchir à son applicabilité. Donc qu'on dise, voilà, étant donné qu'il y a des abayas et des camis qui reviennent, qu'on impose l'uniforme au collège et au lycée, bon, très bien. Pourquoi pas? Je veux dire, ça, c'est un vrai débat, parce que là, on a affaire à des enfants. Mais vous n'allez pas imposer un uniforme à l'université à des adultes. Je veux dire, il veut quoi, refermer 68 ? Je veux dire, c'est ridicule, pardon de le dire, mais c'est grotesque, voilà. Donc quelqu'un qui dit ça n'est pas un responsable politique, c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, voilà. Moi, j'étais ministre de l'université, un de mes conseillers m'aurait dit ça, je l'aurais foutu à la porte. Bon, Aurélien Pradier doit être ravi s'il vous écoute ce matin. Au moins, ça c'est dit. Il y avait quand même un point de départ à cette conversation, quand on a évoqué le voile hier et l'uniforme, c'est le fait que les atteintes à la laïcité augmentent à l'école, là pour le Oui, coup, ça, pour c'est les un plus vrai petits, problème, pour les mineurs. oui. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, peut-être les enseignants, je ne sais pas à quel niveau, n'arrivent pas à enrayer ça, que ça continue d'augmenter ces atteintes à la laïcité? Mais parce qu'on n'applique pas la loi. Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut appliquer la loi, donc elle est très claire. Et deuxièmement, je pense qu'indépendamment de l'application de la loi, il faut absolument modifier nos cours d'instruction civique ou d'éducation civique dans un sens qui est très profond. Il faut, parce que, en gros, 60% ou 70% des élèves aujourd'hui, non musulmans, pensent qu'interdire les signes religieux, c'est un signe d'intolérance. Voilà. Les jeunes pensent comme ça, c'est normal. Pour eux, ils sont la tolérance magnifique. On n'a pas de raison d'interdire tel signe d'appartenance religieuse. Il faut être tolérant. Ils pensent comme ça. Et donc, il faudrait qu'on leur explique que le but de la loi de 2004 n'est pas de stigmatiser l'islam. Le but de cette loi, c'est d'éviter que les classes, c'est ça qui est important, se structurent en communautarisme qui se font la guerre comme dans le monde extérieur. Voilà. Et donc, dans le monde extérieur, si vous regardez ce qui se passe en Israël, par exemple, il est clair qu'on a des communautés qui s'affrontent. Eh bien, on ne veut pas, et c'était le cas quand j'étais ministre, c'était la deuxième intifada, donc on avait une réfraction de la deuxième intifada dans les établissements scolaires. Et donc, l'idée, c'est que la religion, elle appartient au forum intérieur, elle appartient à la vie privée. Et donc, il faut que dans les classes, on ne structure pas les classes en communautarisme belliqueux, qui se font la guerre, comme à l'extérieur, ils peuvent se faire la guerre. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il faut expliquer. Aujourd'hui, et ça, du coup, les élèves pourraient le comprendre. Il y a une impuissance des enseignants, il y a un manque de mobilisation des enseignants. Vous dites, on n'applique pas la loi, mais qui ne fait pas ce qu'il faut? Alors, encore une fois, je pense qu'il y a deux leviers. Il y a le levier application de la loi, donc il faut que le ministre de l'Éducation, sauf s'il pense que c'est très bien d'accepter les communautarismes religieux, s'il le pense, c'est embêtant. Mais donc il faut d'un côté appliquer la loi, mais de l'autre côté, encore une fois, il faut faire comprendre, parce que c'est ça la grande difficulté, faire comprendre aux enfants que la religion appartient à la sphère privée et qu'on n'a pas à envahir les autres avec ses convictions religieuses. Voilà. Et parce que sinon, on organise les communautarismes dans les classes. Et quand je rentre dans une classe, moi, je veux pas voir, tiens, là, il y a les petits juifs, là, il y a les petits musulmans, là, il y a les petits catholiques, et battez-vous entre vous. C'était une loi de père de famille. C'était pas une loi anti-islam. C'était une loi de père de famille qui voulait que dans les classes, on ne s'affronte pas, on fasse pas la guerre religieuse dans les classes. C'est ça. C'était même pas la laïcité, en fait. C'était évitons la guerre dans les classes. Et donc, il faut que les enfants comprennent ça. Vous disiez tout à l'heure, il faut préparer l'avenir, il y a le fond, il y a les idées. Hier soir, c'était très frappant, il y avait aussi la volonté de solder le passé, de faire une rupture, en tout cas pour Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, avec l'ère Sarkozy. Bruno Retailleau dit il a soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, il est pour une coalition avec Emmanuel Macron, ce qui ne lui convient pas. Aurélien Pradier dit il faut couper les ponts et il faut une main neuve pour tourner les pages. Est-ce que c'est payant, à votre avis, de se dire la droite, pour se réinventer pour demain, elle doit couper les ponts avec le passé, en l'occurrence avec son dernier président qui a exercé le pouvoir? Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que ceux qui, de la droite, ont rejoint
Macron au gouvernement ou l'ont appuyé en dehors du gouvernement, comme c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Moi, je crois qu'on ne vend pas son âme pour un plat de lentilles, pour parler comme dans la Bible. Et donc, moi, je n'aime pas ça. Je pense que la déloyauté, la trahison, c'est pas grandiose, même en politique, si je peux me permettre cette mauvaise blague. Et donc, je comprends que ces LR soient énervés par ceux qui ont trahi leur famille politique. Ça, je comprends ça. Moi, quand je parlais de tordre le bras à Macron en profitant du fait qu'il n'a pas la majorité au Parlement, c'était pas pour un plat de lentilles, c'était pour construire un programme dans lequel les idées des LR soient représentées, pour qu'ils reviennent dans le jeu politique. Sinon, ils ne reviendront pas, simplement. Donc, il y a deux choses différentes. Il y a construire un programme avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, accepter un compromis, comme on le fait en Allemagne. Ça, je pense que c'est bien. En revanche, trahir sa famille politique pour aller gagner un plat de lentilles, franchement, non. Vous pensez que Nicolas Sarkozy représente encore quelque chose aujourd'hui dans la famille des Républicains, dans les militants qui voteront début décembre? On n'a pas de boule de cristal, mais non, ça reste un spectre qui plane au-dessus de ce parti. Comme je vous le disais tout à l'heure, quoi qu'on les aime ou qu'on les aime pas, que ce soit Giscard, que ce soit Chirac ou que ce soit Sarkozy, c'était des grands hommes politiques. C'est des gens qui incarnaient la vie politique, qui avaient un vrai talent politique. Mais au passé, vous le formulez au passé. Oui, c'est plus le cas aujourd'hui. Oui. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'était des bêtes politiques, et donc je pense qu'il y a à droite quand même il y a quand même un fond d'amitié, un fond de respect pour Nicolas Sarkozy, pour ce qu'il a représenté. Mais c'est évidemment au passé. D'ailleurs, il le dit lui-même. C'est pas une méchanceté que je dis, mais c'était quand même des bêtes politiques. Voilà, ça existait aussi à gauche. Il y avait des bêtes politiques. Là, honnêtement, et que vous aimeriez retrouver, mais qu'on n'a pas encore trouvé. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'avoir été là ce matin. C'était un plaisir. Pardon de m'emporter un peu, mais bon. Non, c'est surtout pour les Républicains. Je pense qu'Aurélien Pradier, en particulier, s'est fait un nouvel ami ce matin. On rappelle votre ouvrage, La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque aux éditions de l'Observatoire. Si vous voulez prolonger les réflexions de cette matinée,